Le scénariste et réalisateur Ken Scott a un talent indéniable pour créer des histoires au charme et à l'humour qui touchent un public tant québécois qu'international. Ses scénarios, tels que La Grande Séduction, Maurice Richard ou Starbuck, ont remporté de nombreux prix autant critiques que populaires. Comme réalisateur, il travaille également à l'international. Aux États-Unis, il a réalisé Delivery Man avec DreamWorks et Unfinished Business avec Regency. Son film L'incroyable voyage du fakir, coproduction avec la France et l'Inde, a été présenté dans plus de 160 pays à travers le monde. Après un retour au Québec pour le tournage d'Au revoir le bonheur, Ken Scott vient tout juste de terminer Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, son dernier long-métrage qu'il a réalisé et scénarisé et qui est sorti sur les écrans en France le 19 mars. Le film prend l'affiche partout au Québec le 4 avril et je suis vraiment très choyé d'avoir eu la chance de m'entretenir avec lui pour ce ciné-club. Un peu plus court qu'à l'habitude parce qu'on était un peu pris par le temps. Il est en pleine tournée de promotion. Il était de passage ici à Sherbrooke dans le cadre de l'avant-première à la Maison du cinéma. Donc, on a peut-être eu moins de temps qu'à l'habitude, mais la conversation a été des plus intéressantes et enrichissantes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Ciné-Histoire pour ne rien manquer sur le contenu qu'on publie et bon épisode. Bienvenue à un nouvel épisode du Ciné-Club. J'ai l'honneur de m'entretenir aujourd'hui avec le réalisateur et scénariste Ken Scott. Bonjour Ken, ça va bien? Bonjour, oui. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation de parler justement de tes goûts cinématographiques. Mais avant d'entrer dans cette partie-là, je veux parler de ton nouveau film, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, qui a pris l'affiche au Québec en début avril. Tu étais de passage à Sherbrooke justement pour l'avant-première du film. Dis-nous un peu comment... j'ai cru lire en quelque part qu'on t'avait approché dans un festival européen pour lire... justement le roman duquel le film est basé. Qu'est-ce qui t'a plu d'entrée de jeu dans cette histoire là, de Roland Pérez? J'ai lu le roman Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan et il y avait vraiment toutes les qualités que j'aime dans une histoire. Il y avait de l'émotion, il y avait de l'humour, il y avait des beaux, gros personnages. En plus, c'était une histoire vraie. Alors, j'avais l'impression qu'il y avait tout ce qu'il faut pour faire une bonne comédie dramatique. Comédie dramatique, un style du moins là, qui te sied bien. Tu as beaucoup évolué là-dedans tout au long de ta carrière, tant scénariste que réalisateur. Je voyais aussi que, c'est ça, cette histoire-là a fait un peu l'effet d'un coup de cœur, peut-être chez toi. Là. Qu'est-ce qui te parlait dans cette histoire-là singulière d'une mère là, qui affronte tout, puis on dirait même qui vit dans sa propre réalité pour justement donner le plus de chances possible à son fils. Là. Qu'est-ce qui te parlait dans cette histoire-là? Il y avait ce personnage d'Esther, la mère, un personnage qui est passionné, qui est obsédé, qui a un grand, grand, grand désir. Donc, moi, ça, déjà, c'est un gros moteur pour construire une bonne histoire. Elle veut se battre, elle se bat bec et ongle pour offrir à son fils handicapé une vie pas juste normale, elle veut lui donner une vie fabuleuse. Donc, d'avoir un personnage comme ça, aussi passionné, qui a un désir aussi prononcé, ça m'offre la possibilité, comme scénariste, d'écrire quelque chose où le personnage principal est actif. Donc, au niveau de l'écriture, c'est hyper riche d'avoir un personnage aussi actif. Et c'est un drame. C'est un drame, mais en même temps, à cause des qualités de cette mère, elle est flamboyante, elle a toutes les qualités, elle est déterminée, mais elle a aussi beaucoup de défauts. C'est pas un personnage lisse, elle est déraisonnable. Comme vous avez mentionné, elle est imparfaite, en fait, et je trouve que c'est les personnages imparfaits comme ça.
ont un côté plus réaliste. Donc, parce que il y a une humanité, en fait, dans ces imperfections, et puis parce que la vie, elle est imparfaite aussi. Et, et donc, à cause de ses défauts, à cause de ses qualités aussi, le fait qu'elle soit flamboyante comme ça, il y a de l'humour dans ce drame, en fait. Ouais. Et c'est pour ça que j'avais envie d'écrire cette histoire. J'avais l'impression que ce personnage, le personnage d'Esther, me permettrait de faire une bonne comédie dramatique. Est-ce que ça a été un défi d'adaptation, justement? Parce que, j'ai cru comprendre que Roland Pérez était quand même assez impliqué d'une certaine façon, pas nécessairement à l'écriture du scénario, mais dans la production du film. Est-ce que c'était peut-être d'abord la première fois que vous adaptiez un roman, puis ensuite, est-ce que ça a été un défi d'adaptation ou si le cœur même du roman, le roman parlait de lui-même? C'était un défi parce que c'est une histoire qui se passe sur 50 ans, donc je devais réduire 50 ans dans 1h45. Donc ça c'était le premier défi. C'est une histoire vraie, puis j'avais le pressentiment que les gens allaient être touchés par le fait de savoir que c'est une histoire vraie. Alors, je voulais, moi, dans l'adaptation, m'assurer d'être le plus près possible de la réalité tout le temps. Et donc oui, je suis parti du roman de Roland Pérez, mais après j'avais des questionnements, je voulais m'assurer d'être toujours près de la vérité. Alors Roland était présent, je pouvais l'appeler à tout moment ou le rencontrer pour lui poser des questions et m'assurer que j'étais... Après, il a été un partenaire incroyable à ce niveau-là, parce qu'il était très impliqué, il avait très envie que ce film-là se fasse. Il était très intéressé aussi de la manière que ça allait se faire. Il est passé souvent sur le plateau. Ça a été vraiment une très belle expérience, en fait, en termes de création, de travailler sur une histoire où il y a les vraies personnes à côté de moi. Ouais. Mais c'est la première fois que... Non, c'est pas la première fois que j'adapte un roman. J'avais fait L'extraordinaire voyage du fakir, qui était un roman français que j'ai fait il y a quelques années. Et quelque chose, par contre, qui serait encore plus comparable, parce que c'est une histoire vraie. J'ai écrit le scénario de la vie de Maurice Richard. Alors là, donc, j'avais un peu cette expérience. Et avec Maurice Richard, il y avait encore plus de pression parce que c'est pas juste une famille. Tout le monde connaît l'histoire. Tout le monde connaît l'histoire. Et puis même, à l'époque, il y avait un communiqué qui était sorti pour annoncer que j'écrivais le film sur Maurice Richard. Et moi, j'écris dans des cafés avec mon ordinateur portable. Et chaque jour, il y a des gens qui venaient me taper sur l'épaule pour me dire « Oublie pas d'écrire ça sur Maurice Richard. » Et puis, ils me sortaient une anecdote, puis tout le monde... Donc, vous étiez sur le Spotlight, c'est tout de suite après La Grande Séduction. Exactement, exactement. Donc, j'avais déjà eu ce genre de pression. Alors, je dois dire que pour Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, avec Roland Pérez et la famille, c'était une pression agréable, en fait. Ils étaient extrêmement bienveillants. Sylvie Vartan est peut-être pas la chanteuse française la plus connue ici au Québec. Je crois qu'elle a une résonance un peu plus forte en France. Étiez-vous familier avec ses chansons? Je connaissais ses chansons. Comme beaucoup de Québécois connaissent ses chansons. En France, c'est autre chose. C'est vraiment... Sylvie Vartan, c'est une icône de la chanson française, de cette période yéyé aussi, mais encore aujourd'hui, les gens sont fascinés par Sylvie Vartan. Donc, ça a été un grand plaisir de pouvoir travailler avec elle. Mais justement, elle incarne son propre rôle dans le film. Est-ce que c'était prévu dès le départ? C'était espéré depuis le départ. Mais tout de suite, elle a été
elle a voulu faire partie du projet par amitié pour Roland Pérez, mais aussi parce qu'elle a envie de jouer au cinéma. Mhm. Et elle a connu une carrière incroyable de chanteuse. Ouais. Mais elle regrette un peu de ne pas avoir pu jouer plus au cinéma. Et puis, d'ailleurs, évidemment, pour faire le film, j'avais le roman de Roland Pérez, mais je voulais m'informer encore plus sur Sylvie Vartan. J'ai lu une biographie où elle expliquait comment elle est passée à côté de quelques rôles, de grands rôles au cinéma, parce que son agent recevait des offres, mais ne lui transmettait pas. Alors, il y a une petite amertume là, donc elle était absolument ravie de pouvoir jouer un peu au cinéma. Mm-hmm. Le film a été déjà sorti en France. Il a fait sa première montréalaise. Jonathan Cohen était là notamment. Est-ce que tu es content, justement, de la réception? Là, le film a une très bonne réception, je crois, des deux côtés de l'Atlantique jusqu'à présent. Est-ce que tu es content de cette réception-là? Oui, j'ai eu la chance de faire 6 semaines de promotion en France. Donc, on a fait ce qu'on appelle des avant-premières dans 26 villes à peu près en France. Avant la sortie, il y a 2 semaines... en France, partout. Et on est numéro 1 au box-office. On est très, très fiers d'être numéro 1 au box-office en France. Et déjà, ça fait seulement 2 semaines qu'on est sorti. Et le film est vendu dans 35 pays à travers le monde. Alors, la réception, elle est très, très belle. Donc, j'espère que ça va se passer aussi bien ici au Québec. Oui, je pense que même si on n'a pas le référent, c'est pas tout le monde qui a le référent de Sylvie Vartan, je crois que c'est l'histoire familiale qui, elle, est universelle, puis s'exporte bien. Tout à fait. Vous n'êtes pas étranger non plus à ce que vos films soient exportés, hein, ouais. Que ce soit avec La Grande Séduction, que ce soit avec Starbuck. Je vais avoir des questions éventuellement là-dessus aussi, parce que toute la question de... vous avez même réalisé un remake, avec Delivery Man, justement, de Starbuck. J'aurai une question plus tard là-dessus, mais je veux maintenant passer au deuxième volet de l'entrevue, soit apprendre un peu à connaître vos goûts cinématographiques. Je commencerai d'entrée de jeu peut-être avec une question bien, bien simple. Ça s'est passé quand, le début de l'amour entre vous et le cinéma? Je peux dire que j'avais 7 ans en 1977 et j'ai vu Star Wars. Alors, tout simplement. Je pouvais pas être... j'étais vraiment le client cible pour le film. Et puis, j'avais déjà vu des films au cinéma, mais là, c'était une claque. C'était autre chose. C'était la découverte d'un univers, vraiment une proposition forte. Et un univers qui va plus loin que juste l'expérience assis en salle. C'est après, t'as tout, en fait, qui reste avec toi. Et un film qui, en fait, fait en sorte que tu travailles ton imaginaire pendant des années après ça, avec des figurines, avec les vaisseaux spatials avec lesquels on jouait. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a touché profondément. Est-ce que cet amour-là s'est poursuivi plus tard dans Star Wars, que ce soit avec les suites ou les reboots ou plus tard? Moins les reboots, mais les 2 films qui ont suivi, oui, j'étais... Encore le public cible. Encore le public cible, et puis j'ai tout vu rapidement. Et je dirais, après, j'étais vraiment dans cet univers-là de George Lucas qui... En fait, l'autre film qui m'avait beaucoup touché dans un peu plus tard, en fait, c'est Raiders of the Lost Ark, qui a été écrit par George Lucas, réalisé par Spielberg, on le sait, mais on oublie en fait que Lucas était là et qui, en fait,
qui avait cautionné, en fait, parce que les producteurs, le studio, ne voulaient pas que Spielberg réalise, parce qu'à l'époque, il était considéré comme un réalisateur un peu dangereux qui ne respectait pas ses jours de tournage et ne respectait pas les budgets. Je pense qu'il sortait d'un flop aussi avec 1941, même s'il y avait eu Jaws et Close Encounter un peu avant. Là. Oui, mais même Jaws, qui a été un gros bloc. En fait, ça a été le terme blockbuster a été inventé avec Jaws. Donc, ça a été un gros, mais il avait quand même défoncé le budget. Donc, il rendait les studios un peu nerveux. Donc, il y avait des succès spectaculaires, mais aussi des échecs spectaculaires. Mais il a fallu qu'il fasse un deal, en fait, avec George Lucas, qui était son bon ami, de dire, OK, ben, je vais réaliser Raiders of the Lost Ark, mais il devait respecter son budget. Donc, cet amour-là naît avec justement des succès populaires, mais à partir de ce moment-là, est-ce que votre vie, entre guillemets, a été dédiée à ça? Est-ce que vous avez décidé, OK, c'est ce que j'ai envie de faire? Puis, si oui, c'est quelle facette qui vous attirait le plus? Parce que vous avez débuté comme scénariste, mais finalement, maintenant, vous êtes scénariste et réalisateur aussi. Est-ce que la réalisation, c'était toujours un but souhaité ou c'est arrivé comme ça? En fait, j'ai toujours voulu être réalisateur. Okay. Et la vie a fait en sorte que je n'ai pas été réalisateur tout de suite. J'ai fait un détour. Mm-hmm. J'ai fait un détour qui m'a amené à découvrir la scénarisation. Et j'ai eu du succès comme scénariste. Donc, ça a retardé un peu ma carrière de réalisateur parce que j'avais du succès. Puis, on m'offrait la possibilité d'écrire des scénarios. Et, par exemple, j'avais écrit La Grande Séduction que Jean-François Pouliot a réalisé. Et ça a été un tel partenariat. Et vraiment, on s'entendait très, très bien. Donc, on avait envie de faire un autre film ensemble. Donc, vraiment, je repoussais, en fait, ma carrière de réalisateur. Parce qu'il y a des gens qui pensent, parce que souvent, ça arrive, le scénariste frustré, tout de suite, il veut devenir réalisateur. C'est pas le cas, c'est le contraire, en fait. J'ai eu vraiment de belles rencontres avec des réalisateurs et j'apprenais beaucoup en les voyant travailler, en voyant ce qu'ils pouvaient faire à partir de mes textes. Mais tout d'abord, au départ, j'ai toujours voulu être réalisateur. Et puis, mais c'est ça, ces succès-là, La Grande Séduction, évidemment, a fait un tabac, même aux États-Unis aussi, à Sundance, si je ne m'abuse. Oui. Mais on était sélectionnés, La Grande Séduction était sélectionnée à Sundance, et en fait, on a été le premier film canadien à recevoir un prix à Sundance. Mm-hmm. Et ça a été un très, très, très beau moment pour le film. Est-ce que, justement, quand vous avez... vous avez toujours voulu être réalisateur, mais est-ce que vous aviez des scénaristes fétiches, entre guillemets, ou est-ce que vous aviez une source, un film peut-être, ou la carrière de quelqu'un qui vous inspirait dans les débuts de votre carrière à vous? Oui, il y a un cinéaste qui fait de la très belle comédie qui s'appelle Billy Wilder, qui faisait des comédies, mais c'était toujours très élégant, en fait. Et les personnages étaient beaux, et puis c'était bien filmé, puis c'est ce genre de... Et l'histoire était toujours bonne, on était toujours... donc c'est quelque chose qui... Billy Wilder, pour moi, ça a toujours été un grand maître de la comédie. Mm-hmm. The Apartment, qui est probablement peut-être son plus connu, ou en tout cas celui qui est quand même l'Oscar du meilleur film, c'est pas rien, mais une excellente carrière. Ça, vous l'avez découvert plus tard à l'école, j'imagine? Ou, oui, probablement. Oui, j'ai fait un certificat en scénarisation cinématographique, et puis c'est probablement dans ces eaux-là où j'ai commencé
à m'intéresser comme ça à des cinéastes. On a discuté. On a préparé un peu cette entrevue-là. Puis, une des questions était évidemment d'essayer de trouver votre film favori. Avant même d'en parler, est-ce que vous avez une facilité à identifier un film favori? Je sais que vous l'avez fait pour cet exercice, là, mais... En fait, chaque jour, j'aurai un film différent. Ouais. Donc, ça dépend de... On a celui d'il y a 2 jours. Oui, donc... on a celui d'il y a 2 jours. Ça aurait pu être différent selon la journée. Mais, ouais... ça dépend aussi. Il y a tellement de bons films. Et voilà, A Dog Day Afternoon, pour moi, c'est tellement bien joué. Al Pacino, il est incroyable. Et en fait, je ne sais pas comment il qualifie ce film-là, mais moi, je le trouve très drôle aussi. Et très... c'est l'histoire d'un braquage. Et Al Pacino c'est lui qui fait le braquage, mais il est pas bon. Et il n'y a pas les qualités que ça prend. Et il y a beaucoup, beaucoup d'humanité dans son personnage. Et encore une fois, je pense... C'est filmé avec une élégance. En fait, Sidney Lumet, il filme Al Pacino de très, très, très belle façon. Il y a beaucoup d'humanité dans les braqueurs, dans les criminels, dans leur désir de faire ce braquage-là. C'est un très, très beau film. Et Al Pacino, je le trouve vraiment à son meilleur. Ouais, c'est une grosse décennie pour lui, là. Réalisé, il est sorti, je pense, l'année, ou en tout cas l'année d'après Le Parrain 2. Tout à fait. J'ai une petite anecdote sur le film où apparemment on lui avait offert le film et puis il avait refusé parce qu'il sortait de tourner le Parrain. Et il a refusé parce qu'il était fatigué. Puis on lui a fait savoir que c'était... Donc, s'il ne pouvait pas faire le film, c'était Dustin Hoffman qui allait le faire. Et soudainement, il était plus fatigué. Les deux avaient à peu près le même casting. Les deux, c'était les acteurs avec De Niro à l'époque. Je pense qu'ils rivalisaient pour les rôles. Et donc, je pense que Dustin Hoffman aurait été très bien, mais il y a quelque chose, il y a une vulnérabilité... que Pacino amène, qui est vraiment incroyable dans ce rôle. Ouais, je veux pas... c'est sûr que le film a 50 ans, presque que jour pour jour. Je veux pas trop en dévoiler, mais même au niveau du punch, entre guillemets, le punch arrive pas mal dans le milieu, des raisons, du moins, du braquage, qui essentiellement est pour une opération de changement de sexe. Pour 1975, là, ça semble, on dirait que ça se peut quasiment pas là, que ce soit ça pour un film qui se veut un succès populaire avec un acteur oscarisé. Ça aurait pu être fait l'année passée, ce film-là, puis ça aurait aussi bien passé. Là. C'est très moderne, vraiment, là, si jamais nos auditeurs l'ont pas vu. Et il faut voir ce film-là, je crois. C'est magnifique. Est-ce que... pouvez-vous nous en nommer peut-être un autre que vous citeriez des fois comme film préféré? Ou il y en a tellement, mais j'ai le goût de... J'ai le goût de rester dans la thématique du dog, donc je dirais Reservoir Dog. OK. Le premier Tarantino. Oui, c'est un peu... en fait, je vais nommer Reservoir Dog pour pas nommer Pulp Fiction, parce qu'en fait, c'est vraiment Pulp Fiction que je voudrais nommer, mais je trouve que c'est peut-être un peu cliché de nommer Pulp Fiction. Mais bon, parlons quand même de Pulp Fiction, parce que pour moi, ça a été la plus grande claque, en fait, après Star Wars, mais Pulp Fiction, je suis allé le voir en salle le vendredi de la sortie et j'avais jamais entendu parler ni de Tarantino, ni du film, et je suis allé en après-midi
Et je savais pas c'était quoi l'histoire. Et ça a été une telle surprise parce que l'écriture, elle est incroyable. Le jeu des acteurs, le niveau de comédie, la complexité du montage, tout est là. C'est incroyable. Alors, j'ai vu Pulp Fiction avant de voir Reservoir Dogs. Et donc, j'ai adoré. Et ensuite, j'ai découvert Reservoir Dogs. Et évidemment, après, j'ai suivi toute la carrière de Tarantino. Mais Reservoir Dogs, wow! Les dialogues sont incroyables. C'est ça, je me dis, pour un scénariste, c'est pas mal l'étalon d'or, si on veut. Ben, évidemment, c'est à sa niche, là. Ça reste un film de genre, entre guillemets. Mais oui, c'est très... Puis c'était très... c'est milieu des années 90 aussi, là. Il y a comme un renouveau des auteurs, Paul Thomas Anderson. Il y en a quelques-uns qui se sont mis justement à... C'est vrai que c'est des années où le cinéma américain a repris du galon. C'est drôle parce avec Dog Day Afternoon, c'était une belle période aussi pour le cinéma américain. Les années 70. Les années 70, mais c'est vrai qu'avec Tarantino, au milieu des années 90, on y revenait de belle façon. Reservoir Dogs aussi, le choix de Tarantino, de tous ses acteurs, il y a vraiment... Il y a vraiment le flair, en fait, d'aller choisir des acteurs qui sont absolument parfaits. Mais même pour Pulp Fiction, le fait d'aller chercher... John Travolta, des boulamites. Des boulamites, parce que Travolta est un acteur fabuleux, mais il avait fait des mauvais choix au niveau des films qu'il avait fait dans la dernière décennie avant Pulp Fiction. Et il est tellement cool dans le film et il est tellement parfait. Même Bruce Willis qui joue le boxeur aussi. Samuel L. Jackson. Début de carrière, mais après ça, il n'a jamais regardé derrière. Tout le temps. Et donc Reservoir Dogs, c'est la même chose, mais encore plus indie en fait. Ça aussi, c'est un film qu'on aurait pu faire au Québec. Tout à fait. C'est pratiquement, c'est pas un huis clos, mais les lieux de tournage sont restreints, puis il y a quelque chose de... encore une fois, l'humour est là. Il y a quelque chose de très, très cool, en fait, aussi, de la façon qui amène les personnages, la façon que ces criminels discutent de choses. Je me rends compte que je suis beaucoup dans l'univers criminel que moi, je fais très peu, mis à part... Les Doigts croches, qui était ma première réalisation, voilà, il y a peut-être un petit lien. Il y a un petit lien. Voilà. Vous avez grandi au Nouveau-Brunswick. Est-ce que, au niveau de l'offre cinématographique là-bas, est-ce que c'était plus près du cinéma américain, du cinéma québécois, un mélange des deux? En fait, j'ai pas grandi au Nouveau-Brunswick. Je suis né au Nouveau-Brunswick. Rapidement, je suis déménagé à Montréal. Mais j'ai passé de 7 à 10 ans, donc là où j'ai vu Star Wars, j'habitais au Chili, à Santiago. Finalement. Donc, très loin du Nouveau-Brunswick. Et là, au Chili, en fait, à cet âge très important aussi, on avait accès au cinéma américain, mais étant donné qu'on était dans cette culture espagnole là-bas, pour nous, c'était comme une petite vacance, en fait, de revenir, moi et mes deux sœurs, d'aller au cinéma et d'entendre un peu d'anglais. C'était vraiment une façon de revenir chez nous un peu durant ces 3 années. Je vais reformuler ma question. Je n'ai pas fait mes recherches avant. Mais quelle place... Ben, quand est-ce que le cinéma québécois est arrivé, justement, dans votre cinéphilie? Au cégep. OK. Au cégep, j'ai commencé à m'intéresser à autre chose que le cinéma américain et autre chose que le cinéma purement commercial, qu'il y a des très bons films commerciaux, mais en fait, j'ai découvert autre chose avec, par exemple, David Lynch, qui
par exemple, Blue Velvet, qui est complètement autre chose. Et donc, un intérêt pour le cinéma en général qui m'amenait à vouloir découvrir ce qu'on faisait ici au Québec. Et donc, la découverte de Denis Arcand avec un déclin de l'Empire américain. Et surtout, Un Sous la nuit de Jean-Claude Lauzon. Et un de mes films préférés québécois de Jean-Claude Lauzon, Léolo. Léolo, ouais. Son dernier, malheureusement. Mais ouais, c'est ça. Je vois le temps qui file. Je veux quand même parler un petit peu de Danny Boyle, qui est un réalisateur que vous avez cité comme un de vos favoris. Un réalisateur aussi un peu passe-partout, là, c'est-à-dire qu'il s'attaque autant à la science-fiction qu'à des drames, qu'à des récits criminels, la drogue, bref, même les Beatles. Qu'est-ce qui vous plaît dans son cinéma? Puis pouvez-vous nous nommer des films de Danny Boyle qui vous ont marqué? Je trouve que c'est un des grands réalisateurs des dernières années, des dernières décennies. Puis moi, dans la jeune vingtaine, il m'a beaucoup marqué. Parce qu'il faisait des films comme, par exemple, Trainspotting, qui est dur à oublier. Qui est dur à oublier, qui était vraiment incroyable. Et en fait, Trainspotting, c'est son deuxième long-métrage. Et le premier long-métrage qu'il avait fait avec le même scénariste, même producteur, mêmes acteurs, c'est un petit film qui s'appelle Shallow Graves. Et c'est tout petit, ça ne demande pas un gros budget, mais c'est juste tellement bien raconté, les personnages sont tellement bien campés, tout est absolument parfait. J'avais l'impression à l'époque, parce que c'est l'époque où je commençais à vouloir faire du cinéma ici au Québec, et je trouvais que c'était le genre d'histoire qu'on pourrait faire ici avec les budgets qu'on a ici. Et je le trouvais très inventif, très dynamique. Trainspotting, la musique, elle est incroyable. C'est vraiment très, 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 très cool. Trainspotting. Alors, tout ce qu'il a fait, et effectivement, il y a une filmographie éclectique. Mais j'aime ça des réalisateurs qui font plein de genres de films. C'est ce qu'il ose faire. Par exemple, j'adore Jon Favreau, qui a fait des films. Jon Favreau, il n'est jamais cité nulle part. On a l'exclusivité. Oui, ben voilà, on va en parler de Jon Favreau parce que il mérite d'être cité. Mais Jon Favreau, il a commencé sa carrière comme réalisateur en faisant Swingers, qui était un petit film indépendant, vraiment très cool. Pour ensuite faire plus tard Elf, qui est avec Will Ferrell, mais qui est devenu un classique de comédie et de temps des fêtes, mais incroyable. Ouais. Pour après faire Iron Man. Iron Man qui a révolutionné. Maintenant, tous les films de Marvel sont juste une copie de ce que lui a créé. Et il a créé un univers qui n'existait pas avant de Marvel. Mais c'est Jon Favreau qui est revenu après pour faire un film comme Chef, qui est un petit film indépendant, très, très cool. Donc, c'est vraiment des films tellement différents, mais que tu sens quand même une sensibilité au niveau de la comédie qui peut faire. Bon, Chef, petit film indépendant, mais où on retrouve quand même des stars incroyables comme Scarlett Johansson et tout, mais donc j'aime bien les réalisateurs qui touchent à tout. Qui touchent à tout, mais en fait qui vont créer des univers spécifiquement pour l'histoire qu'ils doivent raconter. Au lieu de juste imposer une façon de faire qu'eux ont établie, puis voici, moi, je vais toujours raconter une histoire comme ça. Je les trouve, Danny Boyle et Jon Favreau, très, très créatifs, en fait. Je vous ai aussi demandé, quel film aurait pu inspirer d'une quelconque façon votre nouveau long-métrage, Ma mère Dieu et Sylvie Vartan. Vous m'avez mentionné Benjamin Button, The Curious Case of Benjamin Button. Est-ce que c'est seulement par son ampleur? Ça aussi, ça retrace 80 ans à peu près de la vie d'un personnage. Est-ce que vous êtes allé le revisiter avant ou est-ce que les parallèles vous les avez constatés après le tournage?
Non, c'était vraiment une référence pour moi. Le côté, en fait, romanesque de cette histoire, ça me plaît beaucoup et je me rends compte aussi que c'est quelque chose que j'aime. Je fais pas des films qui sont très réalistes dans l'approche ou dans le visuel. Il y a toujours quelque chose de la fable dans ce que je fais, du romanesque. Et dans The Curious Case of Benjamin Button, il y a quelque chose de romanesque et que j'aime beaucoup. Donc, c'est une référence. Et quand je suis en pré-production et production d'un film, je réduis toujours ma consommation de films à une dizaine de films pour rester, en fait, dans des univers un peu similaires à ce que je fais. Sinon, c'est dangereux d'être séduit par d'autres idées puis commencer à faire un autre film. Mais The Curious Case, ça faisait partie des films de ma liste. Je vais enchaîner rapidement sur les petites questions en rafale. Donc, c'est vraiment le but. Vous pouvez expliquer vos choix aussi, mais le but, c'est de nous dire un peu le premier film, ou en tout cas la première réponse qui vous vient en tête. Je vais sortir mon cahier, là, juste pour être sûr. Je commencerai avec peut-être le dernier film que vous avez vu en salle. Le dernier film que j'ai À part vu... le vôtre. Oui, le mien, j'ai vu souvent dernièrement. Le dernier film que j'ai vu deux films que j'ai beaucoup aimés dernièrement. I'm Still There, de Walter Salles, qui est un très, très beau film, qui a gagné meilleur film étranger aux Oscars cette année. Puis, ça se passe en Amérique du Sud dans les années 70. Et comme j'expliquais plus tôt, j'ai été là. Donc, de l'autre côté. Ça m'a... Et j'ai aussi vu le Real Pain de Jesse Eisenberg que j'ai beaucoup aimé aussi. Très bon scénario. Oui. Le premier film que vous vous souvenez avoir vu au cinéma? Je dirais Star Wars. Star Wars, mais le premier film, c'était un Walt Disney animé... une grande ampleur. Je me souviens pas comment ça s'appelait, mais c'est le premier souvenir. Mais Star Wars, c'est vraiment celui qui a parti, qui m'a marqué le plus. Vos films ont souvent été refaits ailleurs, des fois même par vous. Quel est votre remake préféré? Mon remake préféré, c'est le mien. C'est le mien. J'ai eu la chance, en fait, parce que j'avais l'impression que l'histoire de Starbuck allait bien voyager aux États-Unis, puis j'avais vu d'autres... des remakes de d'autres films, comme Dîner de con, qui avait été refait aux États-Unis, qui étaient tellement ratés que je voulais pas qu'un réalisateur américain fasse la même chose. Et j'ai eu une... C'était pas simple, en fait, parce que je suis allé aux États-Unis pour essayer de trouver des partenaires et c'était pas gagné d'avance, c'était compliqué, jusqu'au jour où DreamWorks se sont intéressés au projet et puis ça a été une très, très belle rencontre et de pouvoir faire un film avec DreamWorks et avec, en fait, le studio de Steven Spielberg, c'était... et de tourner à Manhattan, ça, c'était vraiment... avec Vince Vaughn, vraiment un rêve. Voilà, j'ai la chance de voyager avec mes projets comme celui-ci. J'ai tourné à Paris. En France, pour moi, c'est toujours de partir à la découverte de nouveaux univers comme ça m'intéresse beaucoup. Votre plaisir coupable? Plaisir coupable, ça serait l'aventure, c'est l'aventure. Claude Chabrol. Non, c'est Lelouch. Lelouch, oui, pardon. Oui. Claude Chabrol. Et
Et en fait, c'est pas que ça soit coupable, mais c'est juste la quantité de fois que je veux l'écouter. Et je pense qu'à la maison, chaque fois qu'on dit on écoute un film, la première chose que je dis, c'est très bien, est-ce qu'on écoute L'aventure, c'est l'aventure? Et là, tout le monde me dit non. Et OK, là, on passe sur un autre film. Mais parfois, je réussis à convaincre quelqu'un d'écouter L'aventure, c'est l'aventure avec moi. Mais il y a la suite, entre guillemets, qui vient de sortir finalement. Ah oui? C'est son nouveau long métrage. C'est comme la suite de 2 de ses films. Là. L'aventure, c'est l'aventure. On suit les enfants du personnage de Lino Ventura. Ah puis, oui? mais ouais, mais c'est éclaté, bon, comme le je sais le faire. Là, OK. mais à mettre sur le radar. Es-tu un collectionneur de films, de médias physiques ou pas Oui. vraiment? Oui. Oui. J'aime avoir des Blu-ray ou des DVD à la maison et puis pouvoir les écouter, les réécouter. Il y a quelque chose d'avoir l'objet et de pouvoir voir en fait l'image. Mm-hmm. Il y a quelque chose, je suis peut-être un peu nostalgique de l'époque où on allait louer aussi et on allait faire notre sélection dans un centre vidéo. Donc, maintenant, à la maison, c'est un peu un centre vidéo. Je peux aller et je fais des choix. Puis, j'essaie aussi de faire un ciné-club à la maison. Donc, d'inviter des amis, puis de regarder un film et d'en discuter après. J'adore ça. Ouais. Moi aussi, je suis très nostalgique de cette époque-là. Je l'ai connu un petit peu, mais bon. Et puis, peut-être que je terminerai avec combien de films est-ce que vous voyez par année? Combien de films que je vois par année? Je dirais... au cinéma ou à la maison aussi? En général, je dois voir au moins une centaine de films. Une centaine de films. Oui. Parfait. Et il en reste. Il y en a toujours à découvrir. Hein, ça finit jamais. Ken, je te remercie vraiment de t'être prêté au jeu du Ciné-Club. On souhaite bon succès. Un succès pareil à Ma Mère Dieu et Sylvie Vartan qui l'a connu en France. On le souhaite ici au Québec également. Merci beaucoup, Ken, d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui. Merci à vous.